Voilà, le principe de la diversité. Alors vous devez savoir que l'entraînement c'est un processus long. Il devient à un moment donné, il devient ennuyeux. Vous suivez? Vous prenez l'entraînement tous les jours, on va faire quoi et on va faire quoi. Ça devient ennuyeux. Donc il vous revient, pour vous les entraîneurs, d'apporter de la variété dans votre travail, de diversifier les exercices pour garder l'intérêt, pour que on ne soit pas dans la monotonie. Okay? You should diversify your exercises. If not, your home will be becoming boring. Ah, merci beaucoup. Encore la fin ici. Donc voilà, nous avons donc passé en revue. Oui. Parlant de la diversité, est-ce qu'on va venir à d'autres disciplines pour les diversités? Pardon? Parlant de la diversité, est-ce que pour diversifier notre athlète, on peut les amener à d'autres disciplines, notamment la nage, des choses comme ça pour être diversifié? Ce n'est pas les divertir, c'est diversifier les exercices. Les divertir, c'est autre chose. Maintenant, ce que vous dites, imagine par exemple, vous voulez travailler de l'endurance. L'endurance, c'est cette capacité qui consiste à travailler doucement pendant longtemps, sans fatigue notable. Je peux décider qu'aujourd'hui, on va sur la piste. On est allé sur la piste. Ok? On court au moins pendant 30 minutes. À la fin, on court pendant 30 minutes, doucement pendant longtemps. Nous sommes en train de développer quoi? L'endurance. Très bien. Après ça, je peux leur dire, ok, on va sur le vélo. Ils font le même exercice. Voilà, pendant 30 minutes au moins, c'est toujours de l'endurance. Je peux les amener, ils peuvent des boxeurs, je les amène sur un stade de football. Vous jouez pendant 1 heure de temps, vous jouez seulement au foot. C'est toujours de l'endurance. L'objectif, il faudra que vous êtes toujours en mouvement. Donc, c'est à vous de varier les exercices. Vous pouvez les amener dans une piscine, comme vous dites. Okay? L'essentiel, c'est qu'ils travaillent doucement pendant longtemps, sans fatigue notable. On est d'accord? Voilà. Donc, c'est à vous, parce que vous voyez, l'entraînement, j'ai discuté avec un gars pour dernièrement qui me disait qu'au cours d'une année, il a fait 100, combien de séances? 102 séances. Vous imaginez 102 séances. Si vous faites la même chose tous les jours, à un moment donné, vos athlètes vont... Il faut donc varier les exercices. C'est pour ça qu'on parle de la diversité. Ok? Oui? Excusez-moi, quand vous parlez de... Moi, c'est yoga. Quand vous parlez de charge, je voudrais savoir si au niveau de la charge, les gens ne sont pas compte aussi l'âge. On tient compte de tout cela. C'est pour cela qu'on parle d'individualiser le travail en fonction. Ok, ça me rappelle que nous avons, j'ai oublié de vous rappeler que en entraînement, nous avons dit la première chose que vous devez faire, c'est quoi? Les tests. Les tests vous permettent donc d'individualiser le travail. Voilà, vous devez évaluer votre sujet. Le monsieur ou bien le monsieur, la dame que je vais entraîner là, quel est son niveau sur le plan physique à ce moment-là? Quel est son niveau sur le plan technique? Il a quel âge? Même sur le plan psychologique, on en a parlé. Voilà, est-ce qu'il est introverti? Est-ce qu'il est extraverti? Est-ce qu'il est même motivé? Parce que vous voyez, là, c'est des athlètes qu'on va vous amener parce que son père a dit qu'il a joué au foot. Vous allez vous rendre compte qu'il peut avoir une motivation extrinsèque, mais il n'a pas une motivation intrinsèque, vous comprenez? Donc tout cela, vous devez savoir. Vous devez savoir, il y a des filles, quand elles arrivent, tout le monde peut entraîner les filles. Les filles sont très capricieuses. Quand elles arrivent, vous comprenez déjà, elles peuvent avoir un période de menstrue, elles disent que non, je suis malade. Tout ça, il faut savoir jouer avec ça. Nous sommes d'accord? Nous avons donc parlé du principe de la diversité. Ok? Le prochain principe, c'est le principe de la participation active. On a parlé du principe de l'individualité déjà. Et pour revenir à ce que mademoiselle
le caractère héréditaire. Vous savez, nous naissons des parents qui peuvent être grands ou bien petits de taille. Tout cela, c'est un caractère héréditaire. J'en ai parlé avec M. Ebobissé. Il y a Ebobissé au fond là-bas, voilà, on en a parlé. Avec le caractère héréditaire. Lui et moi, on a évoqué hier, parce que vous allez trop vite. Lui me parlait des porteurs du trait drépanocytaire et l'activité physique. Et ça, je lui disais que c'était mon sujet de recherche quand j'étais à Lyon, à l'université à Lyon. Et on avait démontré que ces porteurs, il a dit que les drépanocytaires, c'est une affection qui n'atteint que les noirs. Ça n'atteint pas les blancs. C'est pour les noirs. Donc, vous entendez les drépanocytaires, les SS, ainsi de suite. C'est tout simplement qu'ils ne sont pas à l'aise dans les activités aérobiques parce que leurs cellules n'arrivent pas à fixer l'oxygène. Et vous savez que dans le travail aérobie, c'est l'oxygène qui permet de synthétiser la ATP. Donc, en plus de cela, vous pouvez naître des parents qui ont des fibres rapides. Si vous avez un sculpteur et une sculpteuse se marient, forcément, leurs enfants auront des fibres rapides qui seront prédisposés à faire des activités qui vont vite. Ils ne peuvent pas être à l'aise dans des courses de marathon, par exemple. Donc, le facteur héréditaire aussi est important. Oui. Monsieur, parlant du diagnostic dont vous avez évoqué, je voudrais savoir comment on fait pour connaître le poids de composition lorsqu'on a le poids et la taille. Le poids de quoi? Pour connaître le poids de composition de la tête. Le poids de forme. Oui, le poids de forme. Parce que le poids de compétition dans les sports de combat, on sait que bon, si tu es dans les livres, tu vas avoir 48 kilos. Mais maintenant, il y a, maintenant dans les disciplines, à un moment donné, tu es à l'aise, c'est des sensations que vous avez vous-même. On peut pas vous dire que, bon, comme tu avances en tu vas peser 80 kilos. Non, c'est un état dans lequel tu te sens à l'aise. C'est différent des poids de compétition dans les sports de combat. Dans les sports de combat, il y a des catégories. C'est différent des poids de forme. Et donc, pour continuer dans la même lancée, il y a également l'âge de développement qui est très important quand vous voulez faire le distinguo entre les athlètes. L'âge du développement, ça veut dire que, comment vous appelez monsieur, mon ami, oui, monsieur Bala Raoul. Alors, j'étais en train de dire que vous devez tenir compte de l'âge du développement. Il y a l'âge du développement et l'âge de l'entraînement. L'âge du développement, c'est que il faut, vous savez, très souvent, nos athlètes ne vous disent pas la vérité. Un enfant de 20 ans ne va pas avoir les mêmes capacités qu'un enfant de 30 ans. Et tout cela, vous devez prendre cela en compte. Même dans la récupération, celui qui est jeune va récupérer plus vite que celui qui est vieux. Pour la petite histoire, je me souviens, nous sommes allés aux Jeux du Commonwealth au Canada une fois. Alors, on avait une judokate. Elle est tombée malade. On l'a menée voir le médecin et on lui a demandé quel âge elle avait. Elle a dit qu'elle avait 18 ans. Bon, le médecin lui a donné un traitement en fonction de son âge, 18 ans qu'elle a déclaré. 3 jours après, elle n'était pas guérie. Le médecin ne comprenait rien. Il a refait l'interview à la fille pour qu'on découvre plus tard que la fille avait 32 ans. Oui, justement, parce qu'on lui a donné le remède qui correspond à un enfant de 18 ans. Ce n'était pas son âge. Vous allez donner une activité à un enfant qui a 30 ans, il ne pourra pas. Donc, c'est l'âge, vous devez tenir compte de cet âge également. Deuxième chose, il y a l'âge de, ça c'est l'âge de développement, il y a l'âge d'entraînement. L'âge d'entraînement ici, c'est, il y en a qui ont commencé, peut-être le football, ils ont commencé l'école de foot à 6 ans. Il y en a qui vont découvrir le football peut-être à 12 ans. Vous comprenez que sur le plan technique, ou bien sur le plan des sensations kinesthésiques, ce n'est pas la même chose. Okay? Il y a, surtout dans les sports de combat, il y en a qui ont fait un mini judo et des autres qui découvrent judo avant. Si vous leur imposez le même rythme d'entraînement, celui qui est plus vieux entre guillemets dans l'entraînement, vous allez lui perdre le temps.
par rapport à l'autre. Donc tout cela, ça vous permet, c'est les éléments qui vous permettent de distinguer vos athlètes, de les mettre en groupe. Donc je parlais là de l'âge d'entraînement et de l'âge de développement. Ça, c'est les caractéristiques du principe de l'individualité. On a parlé du principe de la diversité aussi, n'est-ce pas? Maintenant, le troisième, en fonction de ce que je suis en train de dire, les autres principes, il y avait le principe de l'individualité, le principe de la diversité, et maintenant le troisième, c'est le principe de la participation active. Le principe de la participation active. Le principe de la participation active, c'est que, comme je vous l'explique, vous devez donner l'envie à vos athlètes de revenir à la séance d'entraînement. Aujourd'hui, hier, je vous ai donné l'envie de faire le cours. C'est pour ça que vous êtes là. Et vous participez. Vous imaginez si vous n'avez pas capté votre attention, vous allez dire, ah, quand même, pas M. Bakara, on va faire la partie. Vous partez. Vous imaginez, vous êtes entraîneur, vous arrivez, si votre seule présence fait fuir l'athlète, vous avez tout perdu. Même vos séances d'entraînement, vous pouvez les discuter avec l'athlète. Vous lui donnez l'impression d'avoir participé même à l'élaboration des objectifs. Pour champion cette année, bon, on va faire comme objectif d'être champion du Cameroun. Alors pour être champion du Cameroun, voilà comment on va travailler. La dernière fois, nous avons travaillé 2 fois par semaine. Okay? Maintenant, on va aller un cran au-dessus. Pour être qu'on a fait champion du Cameroun, maintenant on va faire champion d'Afrique centrale. Nous allons rencontrer des gens qui sont un peu plus au-dessus de nous. Donc ça veut dire que si tu es d'accord avec moi qu'on fasse champion, comme objectif champion d'Afrique centrale, voici ce que nous allons faire comme travail. Ça va être plus difficile. Tu es d'accord? Oui, il a adhéré au principe. Si bien que même si l'entraînement est difficile, le simple fait que tu lui aies donné l'impression, vous allez discuter ensemble, il va adhérer à votre programme. Mais si vous êtes là, vous êtes le bourreau, parce que l'entraîneur doit d'abord être l'ami de son athlète. Dans les sports de combat, quand il prend le coup, vous devez avoir mal avec lui. Ce n'est pas quand il dit on prend tout le temps. On peut finir comme ça, tu ne peux pas faire ça. Non. Quand vous parlez à vos athlètes, il faut leur parler en ami. Il faut sentir, il faut vous mettre à leur place. Ça permet à l'athlète d'adhérer à votre programme, d'adhérer à votre projet. C'est le principe de la participation active. Voilà. Pour me résumer, nous avons donc, comme principe d'entraînement, nous avons 6 principes. Les 3 premiers principes ont force de loi. C'est-à-dire un entraîneur qui ignore cela. C'est pour ça que moi je les appelle les lois. Dans certains niveaux du principe d'entraînement, moi je voudrais pour tenir ça comme des lois. Vous savez que la loi c'est quelque chose d'immuable. On est d'accord? On a dans la loi de la surcharge. La loi de la surcharge ou encore de l'adaptation. De toutes les façons, quand vous allez faire des recherches, monsieur le directeur. Bonsoir à tous. Pour rappeler ce que je dis, c'est la pratique à la première heure. Vous n'avez pas oublié. Ok, donc tout le monde a tenu. Je vais d'abord donner votre enseignant pour faire ce que voilà. Donc, je m'excuse. Parce que, en passant, quand vous êtes des adultes, je vais faire beaucoup plus de QCM, c'est-à-dire que oui ou non. Par exemple, après il y a la loi quoi? Il y a la loi de la spécificité. Regarde dans les autres principes, tous les autres principes, il y a le principe de quoi?
Individualité. 2, il y a le principe de quoi? Et enfin le principe de si vous connaissez ceci-là, vous êtes déjà de bons entraîneurs. Et vous pouvez aussi vérifier sur le net, et vous pouvez arriver sur Google, vous tapez les principes à l'entraînement sportif. Vous allez vous rendre compte que là où il s'arrête, c'est là où je commence. Ok? Je peux vous demander par exemple que lorsqu'une performance n'est pas utilisée se fait à partir du principe de la spécificité, oui ou non? Voilà un peu le genre de questions que je vais vous poser. Ok? Est-ce qu'on est d'accord? On a reconnu dans tous les principes d'entraînement. Ça veut dire que lorsque vous allez faire votre programme d'entraînement, assurez-vous que le travail va aboutir à la sur quoi? Sur compensation. Arrangez-vous à savoir que si vous arrêtez de travailler, qu'est-ce qui va se passer? Sachez que si vous êtes en train de faire football, faites des exercices spécifiques au football. Les autres principes, c'est le principe de l'individualité. Le principe de l'individualité s'applique beaucoup plus pour les exercices physiques. Si vous faites la technique, peut-être passe et suit, vous pouvez faire tout le monde ensemble, ok? Passe, réception, tout le monde peut faire ensemble. Mais quand vous avez par exemple dit de courir, tout le monde ne peut pas courir au même rythme. Quand vous allez les amener à la salle de musculation pour travailler la force, tout le monde ne va pas porter les mêmes charges. C'est pour cela qu'en début de chaque préparation, vous faites des tests d'aptitude. Vous avez fait le lutte léger ou alors le coupeur pour travailler, préparer le travail d'endurance en cherchant la vitesse maximale aérobie. Vous allez en salle de musculation pour chercher la force max. Dans notre document, on parle de RM1. 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 Ça veut dire que la charge qu'on ne peut porter que combien de fois? Voilà, RM1. Voilà. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Si j'ai compris, pardon? Si j'ai compris, on passe au chapitre 2. Les moyens et méthodes d'entraînement. Les moyens et méthodes d'entraînement. Moyens et méthodes d'entraînement. Ici, quand on parle des moyens d'entraînement, on fait beaucoup plus allusion aux exercices, aux installations. Souvenez-vous, quand nous avons dit que pour faire un programme d'entraînement, il faut s'assurer que vous avez des installations adéquates, vous avez le matériel. On parle donc des exercices. Il y a plusieurs types d'exercices. Nous allons les voir. Il y a les exercices généraux, il y a les exercices auxiliaires, il y a les exercices spécifiques. Voilà la classification. Donc, vous allez beaucoup plus insister sur les types d'exercices comme moyen d'entraînement. Mais nous allons mettre plus d'accent sur les méthodes d'entraînement. Et là, il faut faire très attention. Quand on parle de méthode d'entraînement, il existe seulement deux méthodes d'entraînement. C'est différent de philosophie d'entraînement. On ne peut pas dire que Mark Brice, la méthode d'entraînement de Mark Brice, il n'y a pas de méthode d'entraînement de Mark Brice. Il y a la philosophie de Mark Brice. La méthode d'entraînement, c'est cette démarche qui consiste à travailler, à développer soit la vitesse ou bien l'endurance.
Donc il y a seulement deux méthodes d'entraînement qui peuvent être entrecoupées. Ok? Il y a deux méthodes d'entraînement. Soit une méthode où la charge est continue, et quand la charge est continue, quand vous travaillez pendant longtemps, comment est l'intensité? C'est élevé ou bien faible? Voilà. Donc quand l'intensité est faible, le volume est élevé, on travaille l'endurance. Cette capacité à travailler pendant longtemps. Je vais donc vous donner les méthodes qui développent l'endurance là. Et maintenant, lorsque vous travaillez vite, comment est l'intensité? L'intensité est élevée. Est-ce que vous pouvez travailler très très vite pendant très très longtemps? Donc vous allez vous rendre compte que lorsque je travaille, quand je travaille la vitesse, l'intensité est élevée et le volume est faible. Et à ce moment-là, nous sommes dans deux filières différentes. Les filières, c'est les voies de fourniture d'énergie. Il y en a deux. Comme tout le monde n'a pas fait les sciences, c'est pour dire que, bon, je vais aller plus loin. Vous savez, quand vous mangez, d'abord il y a le soleil qui va avoir l'effet sur les plantes. On parle de la photosynthèse. Voilà, ça, les plantes, nous les mangeons. Nous créons les aliments, c'est des aliments, nous les mangeons, ça devient des nutriments. Et il y en a trois types, les glucides, les protéines et les lipides. Et maintenant, le corps de l'homme, c'est comme une voiture. Pour bouger, il faut le carburant. Vous avez commencé à faire les cours de physiologie. Il faut le carburant. Dieu vous a donné un petit carburant là qui est là, mais qui finit trop vite, qu'on appelle l'ATP. Ce n'est pas appui dans le passager. ATP, c'est adénosine triphosphate. ATP. C'est ça qui a la créatine phosphate, je laisse la créatine. Quand nous commençons à travailler directement, le carburant que nous utilisons, c'est l'ATP. Et le carburant finit vite. Si le carburant finit vite, qu'est-ce que la voiture fait? Il est obligé d'aller encore à la pompe pour pouvoir mettre encore l'autre carburant. Maintenant, chaque voiture a son type de carburant, non? Très bien. Si je fais une activité qui est intense, il y a pour produire donc cette énergie, pour produire ce carburant-là, il y a un canal. Ce canal-là est divisé en deux. On va parler du métabolisme. C'est des mots compliqués, c'est tout simplement dire que comment on produit de l'énergie. Comment on produit, parce que c'est l'énergie que nous avons mangée là. La nourriture que nous avons mangée qui est devenue l'énergie dans notre corps, non? Et après nous transformons ça en énergie mécanique. On a mangé l'énergie chimique, on transforme cela en énergie mécanique. Or, ça peut donc se transformer. Cette transformation, on appelle donc ça le métabolisme. Maintenant, voici le canal. Ici, lorsque cela se fait en présence de l'oxygène, quand on fait ça avec oxygène, on va appeler ça aérobie. C'est les petits mots qui sont compliqués pour les gens qui n'ont pas fait science. C'est tout simplement dire que production de l'énergie en présence de l'oxygène. C'est-à-dire que si je cours par exemple, tu vas voir, comment ça va? Je suis dans quelle filière? Voilà, très bien. Je travaille en respirant, en prenant de l'oxygène. Je peux jouer pendant longtemps en prenant de l'oxygène. Maintenant, il y a une autre voie. Une autre voie où on peut produire l'énergie, mais sans la présence de l'oxygène. Oxygène barré. On barre l'oxygène comme ça là. On parle de anaérobie, c'est-à-dire que sans la présence de l'oxygène. Si je veux faire l'haltérophilie par exemple, je veux porter une charge. J'ai fini de porter là, c'est fini. Je ne respire même pas. Quand je fais une activité où je peux caler la respiration, c'est la filière anaérobie.
Je n'ai pas besoin de respirer pour faire cela. Les 100 mètres, je peux courir les 100 mètres sans respirer. C'est une activité anaérobie. Mais sauf que l'anaérobie là, il devient compliqué plus tard. Parce que l'anaérobie, je produis de l'énergie. Mais après, il peut arriver que dans l'énergie là, il y a des déchets qui vont arriver. Les déchets, nous avons appelé ça hier quoi? L'acide lactique. Donc, anaérobie. Arrivé ici là, il se divise aussi en deux voies encore. Ici là, lorsque je travaille sans avoir mal au corps, sans avoir mal aux cuisses et tout ça, c'est-à-dire que je ne produis pas l'acide lactique, ou du moins je ne produis pas plus de 4 millimoles, je ne produis pas suffisamment d'acide lactique. Je ne produis pas l'acide lactique, on va parler de anaérobie alactique. Anaérobie alactique. Et lorsque je travaille, coach, quand tu es pilote, 10 secondes, après tu as mal partout. Les gens qui font le 400 mètres là, vous avez mal partout. On est anaérobie. Mais quand on commence à avoir mal, ça veut dire qu'on commence à produire quoi? L'acide lactique. On parle de anaérobie lactique. Ce qu'il faut donc comprendre, les méthodes d'entraînement ont pour rôle soit de développer la filière aérobie ou la filière anaérobie. C'est pour cela que je dis que fondamentalement, il n'y a que deux méthodes d'entraînement. Nous allons voir ces méthodes. Il y a la méthode continue. La méthode continue, vous avez entendu parler des méthodes telles que le fartlek. Vous avez entendu parler du fartlek? Oui. Voilà, nous n'allons pas parler de cela. Et les autres méthodes, c'est les méthodes de répétition, où nous allons développer la filière anaérobie. Et pour la petite histoire, pour entraîner une discipline, vous devez d'abord connaître le profil d'exigence de cette discipline. Vous faites quelle discipline? Pour le sport, c'est quoi? Bon, les entraîneurs, il y a pas toujours un autre entraîneur en dehors de Gapout, voilà, vous faites quelle discipline? Rugby. Quelle est la filière importante, prédominante en rugby? Non, c'est à lui que j'ai demandé là. Il y a seulement deux types de filières. Filière aérobie et filière anaérobie. C'est la filière la plus importante, c'est laquelle? La filière la plus importante, c'est laquelle? Alors, non? Un match de rugby dure combien de temps? Non, ce n'est pas 40 fois 2. Non, c'est 2 fois 40. Suivez. Vous faites souvent cette erreur-là en football. On dit 2 fois 45, pas 45 fois 2. C'est différent. 45 fois 2, ça veut dire qu'il y a. Voilà, c'est 2 périodes de 45 minutes. C'est 2 périodes de 40 minutes. Est-ce que je peux, pendant 40 minutes, je peux travailler vite pendant 40 minutes? Très bien. Donc la filière la plus importante ici, c'est la filière aérobie. Toutefois, pendant les matchs de rugby, il y a des phases d'accélération, les phases de grappling qu'on fait, qui appellent la filière anaérobie. Donc vous devez comprendre qu'au football, quelle est la filière la plus importante? Pourquoi? Parce qu'un match de football dure pendant... pour l'haltérophilie, la filière la plus importante, c'est laquelle? Parce que ça ne dure pas. Donc vous devez d'abord comprendre ça. Pour entraîner une discipline, un match de football, un joueur parcourt combien de kilomètres pendant un match de football? Vous avez pensé à ça? Pas 100 km, vous aussi. Alors, on a entre 8 et 12 km. Vous imaginez ça? Un joueur au foot, sur le milieu du terrain, peut parcourir entre 8 et 12 km. D'ailleurs, maintenant, vous les voyez au foot avec les sortes de soutien là, où on met des capteurs qui peuvent donner cette indication. Le fait de courir
De 8 à 12 km, c'est quelle filière? Aérobie. Donc, on demande d'être endurant. Maintenant, il y a des phases d'accélération. Il y a des phases d'accélération continue. Tu peux faire plusieurs accélérations, plusieurs appels. C'est quelle filière? Et quelle anaérobie là? Anaérobie? C'est-à-dire que si je fais 10 accélérations, je fais 10 appels de base, je ne produis pas l'acide lactique. On est dans anaérobie lactique. Ok? Donc, c'est des petites subtilités comme ça que vous devez comprendre. C'est à partir de cela que vous allez construire votre entraînement. C'est pour ça que je disais que pour entraîner une discipline, il faut d'abord la connaître. Oui, monsieur Mbala. J'ai une préoccupation. Je vous en prie. Je reste quand même très éducatif sur le mot. S'il vous plaît, suivez. Anaérobie lactique, quand il y a vitesse en addition, j'aimerais les comprendre. Je sais que quand il y a accélération de vitesse, c'est dans la filière anaérobie lactique. Anaérobie. On ne peut pas parler d'aérobie lactique. C'est anaérobie. Oui. Voilà. Si je fais une seule accélération, c'est bon. Mais pendant le match, il m'arrive de faire plusieurs accélérations. C'est pour ça que vous voyez certains athlètes, quand ils font appel de balle, certains footballeurs appellent de balle pour rentrer en situation, parce que vous avez les situations, le comportement en situation d'attaque et les situations de défense. Si j'ai perdu, il faut que je rentre vite pour aller me replacer. Je multiplie donc comme ça plusieurs fois. Je peux faire même 400 mètres. On est d'accord? On sait que 400 mètres, c'est quelle filière? Anaérobie lactique. Le gars, à un moment donné, ne peut plus la main partout. Pour rentrer l'entraîneur du coach, il recule. Il ne peut plus. Vous comprenez un peu? Donc, toutes les filières sont importantes. Mais je voudrais seulement que vous compreniez que dans certaines disciplines, certaines filières sont prépondérantes. Vous pouvez être bon technicien au football, mais si vous n'êtes pas endurant, ça ne sert à rien. Préparation physique. Vous pouvez être bon judoka, si vous n'êtes pas fort, et encore que là aussi, il y a plusieurs types de force. La vitesse, mais il y a plusieurs types de vitesse. Nous allons revenir là-dessus. Il y a les vitesses d'action, vitesse de réaction, ainsi de suite. Vous voyez les gars qui font 100 mètres. On dit avant ma préparer, les autres partent avant. Il y a les vitesses de réaction, les vitesses d'action, ainsi de suite. Donc c'est des choses que nous allons voir. Oui, monsieur Djoumé, vous savez ce que ça veut dire Djoumé? Le lutteur, vas-y, monsieur Djoumé. Voilà, monsieur, dans le développement tout à l'heure, vous avez parlé d'un seuil. On parle de l'aérobie lactique, lorsque le seuil atteint un certain degré de molle. Tout à l'heure, nous avons encore dit que si l'athlète effectue 10 déplacements, j'aimerais savoir s'il effectue les 10 déplacements et que la quantité d'acide qui produit n'atteint pas les 4 millimol, est-ce qu'on parlera? On ne peut pas parler. Vous-même vous posez la question, vous avez la réponse. Hein, Djoumé? Tu veux déjà lutter contre moi? Toi-même tu poses la question. On va faire ça. Si Dr Mbou nous donne les moyens, on va ouvrir. J'ai mon ami, collègue et ancien étudiant, Dr Gessogo. On peut faire des expériences à la tatémie, on essaye de faire. On va faire des exercices, on prélève un peu de sang, on met sur les banderoles pour voir si cette activité est lactique ou pas. N'allez pas seulement faire comme. Bon, ça, vous allez pas mettre ça là-dedans, parce que maintenant j'ai envie de dire une connerie. J'arrête le micro. Non, je dis. Et c'est les termes, comme je disais hier, M. Bala, que nous devons avoir notre terminologie. Quand je dis aujourd'hui, bon, les athlètes, ok, on va faire un travail aérobie. Si tu es devant un entraîneur qui n'a pas connu ça, il va aller dire au président que le nouveau entraîneur que vous avez amené là, on n'a même pas l'argent pour aller au bas, il dit qu'on part déjà jusqu'à Nairobi. Vous comprenez? Ce n'est pas aérobie Kenya. Donc c'est quand je dis que je vais faire un travail aérobie, ça veut dire que je vais développer quelle qualité? Quand je dis que je vais faire un travail anaérobie, je vais développer quelle qualité? Très bien, voilà. Oui. Oui, monsieur, moi, c'est Abena. Abena. Voilà les terminologies. J'aimerais avoir le signifié de RF1.
une répétition maximale une fois. La charge qu'on ne peut porter qu'une seule fois. C'est quand je parle de la force maximale. Okay? C'est-à-dire, lorsque nous allons par exemple travailler en musculation, je peux dire RM10. Ça veut dire quoi? La charge qu'on peut porter, voilà, pour que le gars qui n'est pas dans notre milieu ne comprenne pas. On va commencer à parler de dorénavant, non? Qu'est-ce que vous avez dit? C'est quand je vais dire qu'on va tamponner le lactate, on va faire quoi? Voilà. Il n'est pas encore à la page. C'est que justement, pour vous justifier que quand on parle de méthode d'entraînement, c'est les démarches pour développer soit le métabolisme aérobie, ou alors le métabolisme anaérobie. Le métabolisme, c'est la production d'énergie, soit en faisant de l'oxygène, on parle d'aérobie, soit en apprend de l'oxygène, on parle d'anaérobie. C'est compris, la même des gens qui ne comprenaient pas, vous avez compris, non? Oui, c'est ça. Aérobie et anaérobie, je vais vous demander à l'examen, aérobie, absent d'oxygène, oui ou non? C'est comme ça les questions que je vais poser. Je n'ai pas dit de réponse. Quand ton grand chapeau, je préfère un chapeau. Elle dit qu'elle est là, elle est en train de dormir. J'ai dit, vous pouvez dire oui. Elle répond seulement. Ok? Voilà, nous répondons non. Les moyens de méthode d'entraînement. 1. Les moyens d'entraînement. Les moyens d'entraînement, en grand, un moyen d'entraînement. Lorsqu'on étudie les moyens d'entraînement, on insiste surtout sur les exercices. Lorsqu'on est Lorsqu'on étudie les moyens d'entraînement, on insiste surtout sur les exercices qui influencent directement ou non la maîtrise sportive. Lorsqu'on étudie les moyens d'entraînement, on insiste surtout sur les exercices qui influencent directement ou non la maîtrise sportive. Lorsqu'on étudie les moyens d'entraînement, on insiste surtout sur les exercices qui influencent directement ou non la maîtrise sportive. Okay. Il faut cependant également prendre en compte les installations annexes. Les installations annexes, c'est comme les gymnases, les salles de récupération. Maintenant, de plus en plus, chaque club a fait un peu de la cryothérapie. Vous savez ce que c'est? C'est-à-dire que vous prenez les grands fûts là, vous mettez les glaçons dedans. Ok? Voilà. Il faut cependant également prendre en compte les installations annexes et les moyens de diagnostic. Dans les laboratoires. Et les moyens de diagnostic dont l'utilisation stimule les rythmes de perfectionnement sportif. Lorsqu'on utilise les moyens d'entraînement, on insiste surtout sur les exercices qui influencent directement ou non la maîtrise sportive. Lorsqu'on étudie les moyens d'entraînement, on insiste surtout sur les exercices qui influencent directement ou non la maîtrise sportive. Point. Il faut cependant également prendre en compte les installations annexes. Et les moyens diagnostiques dont l'utilisation stimule les rythmes
et les moyens de diagnostic dont l'utilisation stimule les rythmes du perfectionnement sportif. Okay? What about the explanation that I gave? You understood everything? Il est cependant également, il faut prendre également en compte les installations annexes et les moyens de diagnostic dont l'utilisation stimule les rythmes de fonctionnement du sportif. Voilà. A. Les exercices. Les exercices. Oui. Stimule le rythme du perfectionnement sportif. Du perfectionnement sportif. Maintenant, les exercices, je vous ai dit, il y a plusieurs types d'exercices. Mais on va les regrouper en 4 types. Les exercices, on peut répartir les exercices physiques utilisés. On peut répartir les exercices physiques utilisés comme moyen d'entraînement. Petit A, les exercices. On peut répartir les exercices physiques utilisés comme moyen d'entraînement en 4 groupes. En 4 groupes. On peut répartir les exercices physiques utilisés comme moyen d'entraînement en 4 groupes. Petit 1. Les exercices le petit schéma, si vous avez dessiné ça, c'est important, c'est comme le plus bas. On va pas d'accord comment il est. Voilà. Petit 1, les exercices de préparation généraux. Les exercices de préparation générale. Les exercices de préparation générale. La préparation générale. 2. Il y a les exercices de préparation auxiliaire. 3. Les exercices de préparation spécifique. Et 4. Les exercices de compétition. Okay. Les exercices que vous utilisez souvent, vous êtes au rugby, quand vous faites la mêlée, c'est un exercice, non? Pour vous, c'est un exercice général, bien c'est un exercice spécifique. Très bien. Si je suis au football, je conduis le ballon, c'est un exercice comment? Voilà. Maintenant, si je cours là, ok, je cours dans toute la vie comme je vois les gens courir là partout, c'est un exercice quoi? Voilà. Alors, pour vous, l'exercice auxiliaire peut être quoi? L'exercice auxiliaire, c'est l'exercice qui est à la limite entre l'exercice général et l'exercice spécifique. Parfois, vous avez entendu parler des jeux pré-sportifs. Ok? En boxe, vous pouvez créer des exercices qui peuvent prêter à un autre type d'exercice. Aujourd'hui, j'ai décidé que nous allons peut-être avec le jab de gauche, jab retrait. Hein? Je mets 2 personnes, venez un peu. Je dis, on va, voilà un exercice auxiliaire, un exemple. Mettez-vous face à moi. Mettez-vous face à moi comme ça. Il y a quoi? Si je viens, je suis. Non, non. La touche. Voilà, c'est bon. Si je viens, mais c'est pas que je touche le plus seulement, que le plus. Donc, je suis bien. Voilà. Ça les touche. Touche-moi. Oh!
C'est un peu comme le tiroir. On va, s'il vous plaît, pour les enfants, ça va être sous forme de jeu. Tu me touches, tu pars, tu cherches des histoires, tu fuis, tu cherches des histoires, tu reviens, tu touches, tu fuis, tu viens, tac, tu fuis, voilà. Tu fuis, tu reviens, tu fuis, tu reviens. Tac, 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 tac. Touche-moi, il part. Voilà, tu vas le faire. Tu es bon. Voilà, tu es là. Là, 1, 2, 1, 2. Vous avez compris un peu? Ça, c'est un exercice auxiliaire. Les enfants vont penser que c'est le jeu. C'est un exercice auxiliaire qui va préparer à direct de gauche, retrait. Direct de gauche, retrait. Tu peux faire mon maintenant. C'est à vous tout à l'heure, j'ai dit un bon entraîneur, c'est celui qui sait créer. Ok, maintenant, dans ma tête, je vais leur faire des exercices de défense. Quand moi je vais toucher 1, 2, lui va toucher en haut. Donc quand moi je vais toucher 1, 2, 1, 2, voilà. Vas-y. 1, 2, et puis il n'a pas commencé par là. En haut, en haut. 1, 2, 1, 2, 2. Stop. Vas-y. Quand il est en bas, on va toucher en haut. Quand il est en bas, moi je suis en haut. Quand tu es en bas, je suis en bas, en bas. 1, 2, 1, 2, ça. 1, 2, 1, 2, ça. 1, 2, Pour le moment, s'il vous plaît, pour le moment, c'est un exercice auxiliaire qui prépare quelque chose. C'est la coordination. Je sais que s'il vient m'attaquer en haut, moi je vais en bas. En haut, 1, 2, en haut. Moi je vais en bas. Elle est en bas, je suis en haut. Là, ainsi de suite. Okay? Ça, c'est un exercice auxiliaire. Et vous pouvez faire la même chose, même chez vous en rugby. Vous pouvez faire la même chose au basket. Et maintenant, l'exercice devient un exercice spécifique. Lorsque c'est fait, ça c'est un exercice spécifique. On est d'accord? Donc l'exercice auxiliaire, c'est l'exercice, c'est la limite. C'est la frontière entre l'exercice général et l'exercice. Et pour vous, l'exercice de compétition, c'est quoi? La perfection. Très bien, quelqu'un a dit ça, c'est match. Mais vous savez comment? C'est la deuxième fois que vous sortez de bonnes situations. Le Congo. L'exercice de compétition, c'est les matchs amicaux, c'est les matchs tests. Okay? Quand un entraîneur dit, ok, je vais appeler Ivan de Barangam pour venir jouer contre le canon, c'est que je veux voir si ce qu'on a fait depuis là, ça marche. Nous sommes d'accord? Donc on a donc 4 types d'exercices: exercice de préparation générale, exercice de préparation auxiliaire, exercice de préparation spécifique et l'exercice de compétition. Vous notez. C'est compris quand même, n'est-ce pas? Vous notez. Les exercices de préparation générale, ils assurent le développement fonctionnel général. Ils assurent le développement fonctionnel général. L'exercice de préparation générale, on est à la fin. Ils assurent le développement de fonctionnement général de l'organisme. Ils assurent le développement fonctionnel général de l'organisme. Ok? Ces exercices peuvent également assurer un début de préparation à la discipline concernée. Ces exercices peuvent également assurer un début de préparation à la discipline concernée. Parfois, certains exercices de préparation générale peuvent être des exercices spécifiques dans une autre discipline. C'est-à-dire que ce qui est pour vous
ce qui est pour vous exercice spécifique peut être, je peux utiliser cela. Mais ça devient chez moi l'exercice de préparation générale. Ils assurent le développement fonctionnel général de l'organisme. Ces exercices peuvent également assurer un début de préparation à la discipline concernée. Vous êtes d'accord? On y est. 2. Les exercices de préparation auxiliaire. Alors, ils assurent le développement fonctionnel général de l'organisme. C'est bon? Ces exercices peuvent également assurer un début de préparation à la discipline concernée. C'est bon? 2. Les exercices de préparation auxiliaire. Les exercices de préparation auxiliaire. Ils sont des actions motrices. Ils sont des actions motrices. Ils sont des actions motrices destinées. Ils sont des actions motrices destinées à préparer l'organisme. Ils sont des actions motrices destinées à préparer l'organisme à la préparation spécifique. Ils sont des actions motrices destinées à préparer l'organisme à la préparation spécifique. Ils sont des actions motrices destinées à préparer l'organisme à la préparation spécifique. Pour faire un lien à mes amis du rugby, 10 minutes, monsieur Bala. Vous avez, souvent, vous pouvez avoir comme les béliers, là, le machin, voilà, comme le bélier. Le gars vous dit, allez, vous venez, vous prenez vos épaules dessus. Ça va préparer à quel exercice? À la mêlée. C'est pas ce qu'on fait comme ça. Voilà, c'est un exercice auxiliaire. Maintenant, comment vous faire pour que la mêlée soit coordonnée? C'est à vous donc de décortiquer le mouvement en exercice auxiliaire. Et après, lorsque vous avez coordonné cela, on fait donc une mêlée collective pour que la mêlée ne rompe pas. C'est comme ça que vous faites souvent, non? Et donc voilà les exercices, comment est-ce que vous vous organisez. Moi j'ai vu le dernier tournoi ici où les Ivoiriens sont venus. J'avais remarqué que leur mêlée était toujours en train de rompre. Parce que cet exercice n'avait pas été maîtrisé. Voilà un peu ce qu'on doit faire. Donc voilà l'exercice auxiliaire. Monsieur Bala. J'avais une préoccupation. Oui. Concernant ce deuxième point. Oui. Les de préparation auxiliaire. Oui. Je voulais savoir si tous les enfants qui sont en phase d'initiation en école, on peut utiliser ces exercices. Absolument. Ce sont des jeux très sportifs. Est-ce que ce sont des exercices de coordination pour la correction des spécificités ou alors autre chose? Non, vous avez compris. Les exercices de coordination. Comme je disais tout à l'heure, c'est pour avoir des sensations kinesthésiques. Voilà, vous avez le contrôle. Voilà, donc ce n'est plus une préoccupation, c'est une affirmation. Voilà. Maintenant, nous parlons donc des exercices de préparation spécifiques. Les exercices de préparation spécifiques, ils constituent la plus grande partie de l'entraînement. Ils constituent la plus grande partie de l'entraînement des athlètes. Ils constituent la plus grande partie de l'entraînement des athlètes qualifiés. Ils constituent la plus grande partie de l'entraînement des athlètes qualifiés. Exercice de préparation spécifique. Ils constituent la plus grande partie de l'entraînement des athlètes qualifiés. Ils constituent la plus grande partie de l'entraînement des athlètes qualifiés. Par leur structure,
leur intensité par leur structure, leur intensité et leur durée par leur structure, leur intensité et leur durée, par leur structure, leur intensité et leur durée, ces exercices se rapprochent le plus possible par leur structure, leur intensité et leur durée. Ces exercices se rapprochent le plus possible des activités de compétition. Par leur structure, leur intensité et leur durée, ces exercices se rapprochent le plus possible des activités de compétition. Ils constituent la plus grande partie de l'entraînement des athlètes qualifiés. Par leur structure, leur intensité et leur durée, ces exercices se rapprochent le plus possible des activités de compétition. On y est. En cas des exercices de compétition, c'est comme nous disait Madame Le Congo. Ces exercices consistent en l'exécution d'exercices identiques. Ces exercices, il faut abréger EXO. Ces exercices consistent en l'exécution. Ces exercices consistent en l'exécution. Ces exercices consistent en l'exécution d'exercices identiques. Ces exercices consistent en l'exécution d'exercices identiques aux activités de compétition, en l'exécution d'exercices identiques aux activités de compétition, ou les exercices qui sont extrêmement proches, 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 avec respect des règles, avec respect des règles et des contraintes de la compétition elle-même. Avec respect des règles et des contraintes de la compétition elle-même. Donc c'est ce que Mademoiselle Mukongo a dit, que c'est les tests matchs, c'est les matchs amicaux. Voilà ce que nous entendons par exercice de compétition. Voilà, donc maintenant, quand on va vous parler des moyens d'entraînement, parlant des exercices, vous savez qu'il y a 4 groupes d'exercices. Il y a les exercices de préparation générale, exercices de préparation auxiliaire, exercices de préparation spécifique et exercices de préparation, exercices de compétition. Ok, on prend 10 minutes de récupération. Il est 18h. À 18h10, on reprend le cours. Entraînement facultatif pour les autres. Vous notez. Relever dans votre discipline les termes techniques, petit A, les termes techniques, et petit B, les termes tactiques. Relever dans votre discipline la terminologie en petit A, technique, petit B, tactique. Par exemple, au football, je peux dire les termes techniques, conduite de balle. Termes tactiques, par exemple, gestion de défense en situation d'infériorité numérique. Ça, c'est tactique. Vous allez comprendre pourquoi je demande ça. Vous avez la feuille A. Vous écrivez tout ce qui est comme terme technique dans votre discipline. Donc vous avez mêlé, vous avez discipline. Maintenant, B. Tout ce qui est terme tactique.
Je répète, vous allez dire ça aux autres. C'est obligatoire pour tout, et ça va compter. C'est obligatoire pour tous les optionnaires entraînement et facultatif pour les autres. Mais si vous faites, je vais les compter. Vous faites l'inventaire de terminologie technique et terminologie tactique. C'est bon? En boxe, vous avez les différentes techniques directes, en défense, vous avez ceci, en attaque, passage de distance à mi-distance, ça c'est tactique. Ok? Voilà. Ok, c'est bon, on continue. Je sais pas là, vous avez suivi. Voilà, je veux particulièrement, vous êtes footballeur, non? Je veux particulièrement voir ce que vous avez dit. Et il y a les pépites basket sur haut. Voilà, je veux voir et vous également les pépites rugby. Parce que vous êtes tous en entraînement, c'est ça non? Voilà, je vais voir, vous allez comprendre pourquoi on le fait après. Et France, pardon? C'est pas la semaine prochaine, mardi, semaine prochaine. Vous pouvez aller demander partout où vous voulez, vous pouvez aller dans le net, demander à vos amis et tout. Vous allez comprendre pourquoi je demande cela. Après. Bon, maintenant, nous allons parler des méthodes d'entraînement. Et en entraînement, il y a certains noms que vous devez garder, vous devez savoir. C'est des personnes qui ont fait beaucoup de recherches en termes d'entraînement. C'est ainsi que nous allons évoquer Platonov. Vous aurez les noms tels que Platonov, Benek et Robert Plant. Jacques, j'ai eu la chance qu'il était mon enseignant à l'UNICEF. Voilà. D'après Platonov, voilà comment s'écrit Platonov. D'après Platonov, les méthodes d'entraînement peuvent être regroupées en 3 groupes. Les d'après que vous avez dit tantôt qu'il y avait 2 types de méthodes d'entraînement. Mais Platonov lui décrit 3 grands groupes. Donc, point de vue technique. Platonov il devra déterminer 3 grands groupes. C'est ainsi que lui parlera des méthodes orales, méthodes visuelles et méthodes pratiques. D'après Platonov, vous n'êtes pas obligé de dire comme la dictée, vous pouvez les si vous voulez. D'après Platonov, les méthodes d'entraînement peuvent être réparties en 3 grands groupes, donc point de vue technique. Ainsi, on distingue les méthodes orales, les méthodes visuelles et les méthodes pratiques. D'après vous, quand il parle de méthode orale, il veut faire allusion à quoi? According to Platonov, you can name 3 sort of methods as far as training is concerned. The first of all, oral method. Second, visual method. Then, at the end, practical method. According to you, when you say oral method, what do you understand by oral method? Bien, c'est going to do like this. By speaking, by explaining what you're waiting for. Et quand vous avez vos athlètes, vous leur dites, écoutez, voilà comment on va faire. Voilà, vous parlez, c'est une méthode d'entraînement. Il vous arrive parfois, vous êtes en réunion avec vos athlètes, pour leur expliquer ce que vous attendez, quels sont les objectifs, quel est le rôle que chacun va jouer sur le terrain. Voilà une façon orale d'expliquer la séance d'entraînement. Il peut s'agir du récit, de l'explication, même de la conférence, de la discussion, vous discutez avec vos athlètes. Ok. Pour vous, la méthode visuelle, c'est quoi? Quand il parle de visual method, it's what? Through what? Tout à fait. Vous avez des séances de vidéo et cela doit être présent dans toutes vos disciplines. Pour 2 choses. Ça peut permettre à vous-même de corriger les erreurs.
Si j'ai un sauteur, je dis ok, on a filmé son saut. Nous pouvons aller sur le plan visuel, décortiquer le saut pour voir où est-ce qu'il y a erreur. Ok? C'est la même chose. Vous pouvez visionner un match de foot, un match de rugby, pour déterminer le circuit préférentiel de l'équipe adverse, pour voir comment l'équipe adverse joue, pour voir quelles sont les forces et les faiblesses de l'équipe adverse. C'est beaucoup plus ce que les scouts font souvent. Et à partir de là, en tant qu'entraîneur, plus tard, vous allez nous mettre sur pied une stratégie pour contrecarrer l'équipe. Voilà donc les méthodes visuelles. Vous appelez ça séance vidéo. Ok? On ne va pas regarder ça comme un film. Vous allez voir parce que vous allez chercher à décortiquer, savoir quels sont les points forts, les points faibles de l'équipe en face, quel est leur circuit préférentiel, comment ça se passe, quel est l'organisateur de jeu. Vous allez voir quelle est leur philosophie de jeu, ainsi de suite. C'est donc ça la méthode visuelle. Maintenant, la méthode pratique, c'est ce que nous allons déterminer. Et ça, je voudrais que vous notiez que l'intensité, la méthode pratique, l'intensité, la durée, la forme des séquences d'exercice, l'intensité, la durée, la forme des séquences d'exercice et les repos intermédiaires. L'intensité, la durée, la forme de séquence d'exercice et les repos intermédiaires déterminent les effets de l'entraînement. L'intensité, la durée, la forme des séquences d'exercice et les repos intermédiaires. L'intensité, la durée, la forme des séquences des exercices et les repos intermédiaires déterminent les effets de l'entraînement sur les qualités fonctionnelles. L'intensité, la durée, la forme des séquences d'exercice et les repos intermédiaires déterminent les effets de l'entraînement sur les qualités fonctionnelles. L'intensité, la durée, la forme des séquences d'exercice et les repos intermédiaires déterminent les effets de l'entraînement sur les qualités fonctionnelles. Point. Les méthodes d'entraînement peuvent être classifiées en deux groupes. Les méthodes d'entraînement peuvent être classifiées en deux groupes. Les méthodes d'entraînement peuvent être classifiées en deux groupes. Les méthodes d'entraînement peuvent être classifiées en deux groupes. Nous avons dit que les méthodes d'entraînement permettent de développer soit le métabolisme ou alors le métabolisme. Très bien. C'est ainsi donc que vous devez retenir qu'il y aura les deux groupes là. Il y a l'entraînement continu et l'entraînement par intervalle. L'entraînement continu et l'entraînement par intervalle. Entraînement continu. Dans l'entraînement continu, on développe quelle qualité? Quelle capacité on développe? On développe endurance. Endurance, ça veut dire la faculté de travailler doucement pendant longtemps. On détermine quel métabolisme? Voilà. Dans l'entraînement par intervalle, on travaille quelle qualité? La vitesse. Et pour quel métabolisme? Quoi? C'est que vous faites comme la chorale. On ne peut pas aérobie. On ne sait pas si c'est Anne ou bien aérobie. Voilà.
y a deux types de méthodes, les méthodes continues et les méthodes par intervalle. Et tout à l'heure, nous allons voir les faits d'actement. Les qualités qu'on développe ici, c'est l'endurance. Et là, le métabolisme aérobie. Ici, c'est la qualité qu'on développe, c'est la vitesse. Et le métabolisme, c'est anaérobie. Ok? Mettez donc petit 1, l'entraînement continu. L'entraînement continu. Cette méthode consiste à exécuter de façon ininterrompue. Cette méthode consiste à exécuter de façon ininterrompue Cette méthode consiste à exécuter de façon ininterrompue la charge de travail. Vous notez souvent, dans cette méthode, la charge de travail est ininterrompue. Ok? Ininterrompue. Quand on dit que le travail est ininterrompu, le repos c'est combien de temps? Réfléchissez bien, voilà les petites questions que je vais vous poser. On vous dit que le travail est ininterrompu, le repos c'est combien de temps? Il n'y a pas de. Fantastique, on dit ininterrompu. Donc quand il y a ininterrompu, ça veut dire qu'il n'y a pas de repos. Alors, elle se caractérise par un grand volume de travail. Elle se caractérise par un grand volume de travail. Volume de travail, c'est l'intensité ou bien la quantité. Voilà. Elle se caractérise par un grand volume de travail pendant une longue durée. Elle se caractérise par un grand volume de travail pendant une longue durée. À une intensité comment? L'intensité. Quand tu mets la main comme ça, tu veux que je dise quoi? J'ai gardé le nom d'Indoumain aujourd'hui. Indoumain. Ça, c'est le nom d'Indoumain. Elle se caractérise par un grand volume de travail pendant une longue durée à une intensité relative, entre guillemets, faible, modérée, sous-maximale. Volume élevé, intensité maximale. Elle se caractérise par un grand volume de travail pendant une longue durée, à une intensité relative, faible, modérée, sous-maximale. Cette méthode est surtout utilisée lors de la préparation physique générale. Cette méthode est surtout utilisée lors de la PPG. Le PPG, c'est préparation physique générale. Cette méthode est surtout utilisée lors de la préparation physique générale. Cette méthode est surtout utilisée pendant la PPG, pendant l'échauffement, pendant la PPG, pendant l'échauffement ou pendant une séance d'entretien. Ou pendant une séance d'entretien. Cette méthode est surtout utilisée lors de la préparation physique générale, pendant l'échauffement ou pendant une séance d'entretien. Alors, dans la famille des méthodes continues, nous avons petit a, la méthode de durée. Petit a, la méthode de durée. Vous notez? La méthode de durée, vous y êtes? Dans la famille des méthodes continues, nous avons la méthode de durée.
Elle est caractérisée par une longue charge ininterrompue. Elle est caractérisée par une longue charge ininterrompue. C'est-à-dire travailler à plus de 40 minutes. À plus de 40 minutes sans arrêt. La méthode de durée consiste à travailler une longue charge. You walk gradually, slowly, during 30 minutes without any stop. Ok? Voilà. Elle est encore caractérisée par une intensité moyenne, 40 à 60% des possibilités de l'athlète. Voilà. Comment on peut savoir les 40 et 60% des possibilités de l'athlète? On peut savoir en faisant quoi? On a fait le test avant. On connaît donc son 100%. On peut donc, connaissant son 100%, on peut connaître quel est son 40%. Ok? Elle est caractérisée par une charge ininterrompue. Travailler à 30% sans arrêt, 30 minutes sans arrêt. Caractérisée aussi par une intensité moyenne. 40 à 60% des possibilités de l'athlète. Cette méthode, une intensité moyenne, 40 à 60% des possibilités de l'athlète. Vous y êtes? Non, c'est moi. Cette méthode améliore la vascularisation. C'est-à-dire que ça permet que le sang circule facilement. Cette méthode améliore la vascularisation. Cette méthode améliore la vascularisation du but. Une grande ouverture des capillaires de la musculature. On dit ça ouvre le port. On disait le port. Une grande ouverture des capillaires de la musculature. Cette méthode améliore la vascularisation. Une grande ouverture des capillaires de la musculature. Elle améliore et régule le système cardiovasculaire. On dit, je vais travailler le cardio. Quand vous voulez travailler le cardio, vous utilisez quelle méthode? La méthode de durée. Voilà. La charge est comment? La charge est comment? On travaille au moins pendant combien de temps? L'intensité est faible à modérée. Voilà. Cette méthode améliore la vascularisation, une grande ouverture des capillaires de la musculature, améliore et régule les systèmes cardiovasculaires. Améliore et régule les systèmes cardiovasculaires. Quand vous dites je vais faire le cardio, c'est de ça que je parle. Cette méthode a pour effet d'entraînement Cette méthode améliore la vascularisation, une grande ouverture des capillaires de la musculature, améliore et régule les systèmes cardiovasculaires. Elle a pour effet d'entraînement de cette méthode, c'est quoi? C'est le développement de l'endurance.
Le développement de l'endurance, c'est-à-dire le métabolisme aérobie. Effet d'entraînement, développement de l'endurance, c'est-à-dire métabolisme aérobie. On sait déjà quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, si j'ai un athlète qui n'est pas endurant, je le prends, je vais utiliser la méthode de durée. La méthode de durée consiste à il va courir au moins pendant 30 minutes sans s'arrêter. Il va faire du vélo au moins pendant 30 minutes sans s'arrêter, sans fatigue notable. À la fin, on va développer l'endurance. Il a travaillé son métabolisme anaérobie. Et s'il travaille comme ça régulièrement plusieurs fois, les adaptations chroniques vont faire à ce qu'il ait un bon débit cardiaque. Ils vont faire qu'il ait une bonne capacité d'oxygène. Ok? Qu'il ait une bonne capacité d'oxygène. Il faut savoir la capacité et la puissance. La capacité, c'est la quantité d'énergie disponible dans la filière. On en parlera le moment venu. Donc, on sait déjà que pour la méthode de durée, la méthode de durée fait partie de la grande méthode 3 de... Voilà, la méthode de durée fait partie de la grande famille des méthodes continues. Et nous savons que les méthodes continues, leur effet d'entraînement, c'est l'endurance et développe le métabolisme aérobie. Dans cette méthode, on sait que le volume est comment? Le volume est... le volume est comment? Voilà, le volume est grand. Et l'intensité est réduite. Chaque fois, quand le volume est plus grand, l'intensité doit être plus faible. Et vice versa. Vice versa. Voilà, quand je vais dire une autre bêtise, voilà, vous avez vu tout ce mot. L'histoire de vice versa, là, c'est... Alors, tout à l'heure, personne ne réagissait, maintenant, quand je dis des problèmes, vous réveillez vite. Voilà. Donc, attention, quand je vous dis à côté de vous vice versa, vous comprenez ce qu'elle veut dire. Voilà. Même prière. Non, mais les filles sont très intelligentes. Arrêtez un peu le dossier. Nous avons donc dit que pour le métabolisme aérobie. Alors, cette méthode de durée présente quelques variantes. Quelques variantes. Petit 1. Petit 1. Méthode continue. Méthode continue. La méthode de durée présente quelques variantes. Parmi les variantes là, il y a une première méthode que nous allons appeler méthode continue. Soyez attentifs. Vous allez voir qu'il y a des petites subtilités. Cette méthode présente les mêmes caractéristiques. Cette méthode présente les mêmes caractéristiques. Ça veut dire que la charge est comment aussi là-bas? La charge est ininterrompue. Cette méthode présente les mêmes caractéristiques, mais la vitesse choisie est maintenue durant toute la charge. Mais la vitesse choisie est maintenue durant toute la charge. Revenez alors. Qui est perdu là? Madame, mon avocat de mon ami. Ok. Nous sommes en train de parler des méthodes qui développent le métabolisme aérobie. Les méthodes qui développent l'endurance. Et dans ces méthodes-là, la grande méthode s'appelle la méthode de durée. Maintenant, dans la méthode de durée, il y a certaines variances. Et les variances sont ceci. Il y a d'abord la méthode continue. Dans la méthode continue, on vous dit que c'est les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que la charge est ininterrompue, le volume est élevé, l'intensité est faible. Sauf que pendant cette méthode, on vous dit que la vitesse que vous avez, la vitesse reste la même du début jusqu'à la fin. Pendant les 30 minutes là, de course, vous allez maintenir la même vitesse. Je prends un exemple. Vous les avez amenés sur la piste. Vous avez amené sur la piste du stade de sport. Allez, vous avez fait les tours. Ok? On va courir pendant 30 minutes. Vous dites, en fonction des tours, pour votre tour, vous allez faire le tour du stade en 2 minutes.
ça c'est l'hypothèse, hein, en fonction des résultats que vous avez eus pendant les tests, vous les mettez en groupe. Donc, du début jusqu'à la fin, pendant toutes les classes de minutes là, la vitesse va être la même. On ne change pas. C'est ça que j'ai dit l'autre jour. Vous avez mon ami Ngabou a le chrono. L'entraîneur a dit que nous allons faire le tour peut-être à 3 minutes. Tout le monde derrière Ngabou. Pendant 30 minutes. C'est la même vitesse. C'est la même vitesse. On appelle ça méthode continue. Qui appartient à la méthode mesurée. Ça veut dire que le métabolisme va être quoi? Voilà. Ici, le problème, c'est que dans la méthode continue, c'est les mêmes caractéristiques, mais la vitesse reste la même du début jusqu'à la fin. Ok? Voilà. Autrement dit, la méthode continue, est la méthode qui, à charge ininterrompue, la méthode continue est la méthode qui, à charge ininterrompue, la méthode qui, à charge ininterrompue, la vitesse reste la même. La méthode continue est la méthode qui, virgule, c'est ça que vous voulez, est la méthode qui, à charge ininterrompue, la vitesse est la même. C'est-à-dire que du début, vous voulez pendant 30 minutes, vous faites la même vitesse. Ok? En petit 2, il y a la méthode fractionnée. Ce n'est pas les fractionnés, hein, c'est la méthode fractionnée. Méthode fractionnée. Voilà. Dans la méthode fractionnée est également une méthode qui découle de la méthode de durée, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la charge est comment? La charge est toujours ininterrompue. Le métabolisme est le métabolisme aérobie. Sauf que dans la méthode continue, par exemple, on vous dit que la vitesse reste la même du début jusqu'à la fin. Dans la méthode fractionnée, l'entraîneur change de vitesse, c'est-à-dire la méthode fractionnée, la vitesse est planifiée d'avance par l'entraîneur à travers la charge. C'est-à-dire qu'il peut dire, ok, sur les longueurs, vous allongez, ok, vous allongez. Quand vous arrivez au niveau des courbes, vous ralentissez un peu. Sur les longueurs, vous allez comme ça. On peut faire, vous allez comme ça sur le terrain. Allez, on fait les diagonales, on allonge un peu, on allonge. Sur les côtés, on va doucement. On allonge, on va doucement, ok? Pendant 30 minutes également. Ouais, la différence avec la méthode continue, c'est que la méthode continue, c'est la même vitesse, ok? Du début jusqu'à la fin. Dans la méthode fractionnée, le changement de vitesse est programmé déjà par l'entraîneur. Pendant que vous courez comme ceci, il peut vous dire, ok, là, sur les longueurs, vous allongez, sur les courbes, vous ralentissez, ou bien vice-versa. Donc, vous notez, la charge ininterrompue, mais le changement de vitesse est planifié d'avance par l'entraîneur à travers la charge. La méthode fractionnée, pour la méthode fractionnée, la charge est ininterrompue. Ok, comme on l'a dit, charge ininterrompue, changement de vitesse planifié d'avance par l'entraîneur. Vous avez compris ce qu'il y a un changement de vitesse? Très bien. Troisième, changement de vitesse. Changement de vitesse est planifié d'avance. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la même vitesse. On change, l'entraîneur vous a déjà dit comment vous allez faire. Troisième méthode. Le second va venir le FARTLER. C'est un suédois qui a fait ça. FARTLER. F-A-R-T-L-E-K. FARTLER. Les athlètes, il y a des athlètes ici.
Fartlek, F, suivez alors les gars, suivez. Fartlek, c'est Fart, F-A-R-T. F-A-R-T, L-E-K. F-A-R-T, L-E-K. Fartlek. Là aussi, la charge est ininterrompue. La charge est ininterrompue. La charge est ininterrompue. Mais le changement de vitesse n'est pas prévu d'avance. La charge est ininterrompue. La charge est ininterrompue, mais le changement de vitesse n'est pas prévu d'avance. Charge ininterrompue, mais le changement de vitesse n'est pas prévu d'avance. La vitesse est déterminée, vous y êtes? La charge est ininterrompue, mais le changement de vitesse n'est pas prévu d'avance. Ok? Le changement de vitesse n'est pas prévu d'avance. Suivez maintenant. La vitesse est déterminée par l'athlète lui-même. Mais c'est même ce que vous faites souvent. J'ai vu, vous dites, ok, vous êtes en groupe, il y a un qui est devant, vous le suivez. Si tu descends les escaliers, vous aussi vous descendez. S'il va à gauche, vous aussi vous suivez à gauche. Il monte pas, vous montez à gauche. Vous faites pas souvent ça. On appelle ça fartlek. Si sort un rigole, vous sautez la rigole, vous suivez le rythme de celui-là pendant le même nombre de temps. C'est ce qu'on appelle le fartlek. Voilà. On a la charge ininterrompue. Charge ininterrompue. Changement de vitesse n'est pas prévu d'avance. La vitesse est déterminée par l'athlète lui-même. La vitesse est déterminée par l'athlète lui-même en fonction de ses possibilités et des installations. Vous pouvez dire, bon, au football ou bien au rugby ou bien dans un sport collectif, les gens sont en groupe. Ok, c'est toi le capitaine du groupe, vous courez derrière, vous faites ce qu'il fait. On appelle ça fartlek. Pardon? Ok, on appelle ça fartlek. Et tout ceci là, tous les méthodes, tout ceci là, ça développe quoi? La capacité, ça développe quoi? Endurance, le métabolisme aérobie, effet d'entraînement, développement cardio. Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui, je vais travailler l'endurance. Non, mon rôle c'est de travailler l'endurance. Le premier jour, je veux faire la méthode continue. C'est-à-dire que la même vitesse du début jusqu'à la fin. Vous voyez, non? Demain, je vais encore faire la même chose. Mais au lieu de faire la méthode continue, je fais la méthode fractionnée. Voilà, vous courez sur les longueurs, vous ralentissez, là-bas, vous faites ainsi de suite. Le troisième jour, je fais quand même la même chose, je vais développer l'endurance, mais je vous fais faire le fartlek. Principe de quoi Dieu l'a dit? Qu'est-ce que le Congo? Principe de quoi? Diversité. Je m'excuse, le nom de Dieu est venu à temps. Vous voyez, je suis en train de travailler l'endurance, mais je peux travailler l'endurance de plusieurs manières. Aujourd'hui, je peux les mettre sur la piste. Je peux même dire jouer au football ou bien au rugby. Pas dans le but que vous jouez seulement comme ça, jusqu'à fatiguer. Pendant 2 heures, vous jouez seulement. Ça développe l'endurance. Je peux vous amener à la piscine, vous nagez. Ou bien tu as un vélo, tu as un tapis roulant. Vous êtes là sur le tapis, vous mettez le tapis à la vitesse. Pendant 40 minutes, je suis là, ainsi de suite. Tout c'est pour développer l'endurance, c'est pour la capacité d'endurance, le métabolisme aérobie et pour développer le cardio. C'est ce que vous appelez le footing là. Le footing en fait, c'est. Ici là, le footing va s'appeler quoi ici là? Le footing c'est dans le fartlek. On a compris. Si on a compris ça, pour aujourd'hui c'est bon. Voilà. Il faut conclure la pluie.